Jean-François Colossimo, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien, vous êtes historien, vous êtes aussi directeur des éditions du Cerf, vous êtes documentariste. Et dernièrement, votre actualité nous a amenés sur les bords du Bosphore, précisément, avec deux objets passionnants. Un film l'année dernière, qui était diffusé l'année dernière sur Arte, qui s'appelle Turquie, Nation impossible. Et puis plus récemment, donc, un ouvrage aux éditions du Cerf qui s'appelle Le sabre et le turban. Alors l'actualité nous amène aussi assez vite du côté du Haut-Karabakh, où récemment donc les forces azerbaïdjanaises ont entre guillemets, en tout cas, repris du terrain officiellement à l'Arménie. Là-dessus, Recep Erdogan est venu en vainqueur à Bakou fêter cette victoire. Pour vous, est-ce que, justement, pour reprendre un petit peu les thèses, les postulats et du film et du livre, est-ce que là, en faisant ça, Erdogan justement continue le travail commencé par Mustafa Kemal? Comme vous le dites, Erdogan est-il là pour accomplir le dessein de Kemal ou est-il là pour abolir? Est-ce que là, on est dans l'expansionnisme, en l'espèce? Alors évidemment, ma thèse, on va y revenir peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire, la thèse, elle est simple, c'est que nous voyons deux Turquies là où il y en a une, et d'ailleurs, généralement, comme les Français adorent faire, on voit une mauvaise Turquie et une bonne Turquie. Alors, la bonne Turquie, c'est celle qui est la plus proche de nous, ce serait celle d'Atatürk, européiste, laïciste, réformiste, et la mauvaise, ce serait celle d'Erdogan, tout le contraire, réactionnaire, fondamentaliste, islamiste, une Turquie tournée vers le vieux continent d'un côté, une Turquie tournée vers l'Oumma de l'autre. Alors évidemment, ma thèse, c'est de dire qu'il y a une seule et même Turquie qui aura essayé tous les extrêmes au cours du XXe siècle pour combler son vide initial, pour surmonter son angoisse. Et son angoisse, elle est simple, c'est que la Turquie aurait pu ne pas être. On va y revenir certainement. Alors par rapport à cela, évidemment, pour ceux qui pourraient critiquer ma thèse de la continuité, il y a évidemment ce fait, on va me dire, mais enfin, Atatürk, c'est l'homme qui se tient dans ses frontières, et Erdogan, au contraire, est en train de reconstruire, ou de vouloir reconstruire l'Empire ottoman. Le néo-ottomanisme du néo-sultan, n'est-ce pas, qui est une facilité journalistique, pour dire la vérité, et pour une simple et bonne raison, c'est que, d'une part, d'abord, Atatürk, c'est l'homme qui repousse les frontières du traité de Sèvres, 1920. L'Empire ottoman est vaincu à côté des empires centraux, à côté de l'Allemagne, et les alliés, la France, l'Angleterre, la Russie n'est plus là parce qu'il y a eu 1917, mais elle aurait pu être là, d'épaisse l'homme malade de l'Europe, l'Empire ottoman, et qu'est-ce que fait en fait le traité de Sèvres? C'est de réduire l'Empire ottoman, ou la turcité de l'Empire ottoman, au plateau anatolien. Jacques Bainville, l'historien, dira un canton anatolien, un canton suisse, en quelque sorte, perdu dans les montagnes d'Anatolie, et flanqué d'une Arménie, d'une grande Arménie, et d'une ébauche du Kurdistan. Eh bien, c'est ce à quoi Kemal dit non. Il sort d'Anatolie avec son armée révolutionnaire, et puis il gagne les frontières du traité de Lausanne, qui sont la Turquie actuelle, moins le coude oriental de la Méditerranée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Sandjak d'Alexandrette à l'époque. On se croirait chez Tintin, c'est un territoire très important, parce que c'est le territoire qui articule justement le monde anatolien et le monde arabe. C'est le littoral syrien, en fait, hein. Vous voyez, au-dessus de l'Atakié aujourd'hui, c'est en face de Chypre. Et la France, qui a le protectorat sur ce territoire, cède ce territoire à la Turquie en 1938, en espérant que la Turquie rejoindra les Alliés. Ce sera le cas, mais enfin en février 1945, puisque la Turquie sera neutre durant toute la guerre. Donc, on a cédé ce territoire, les Syriens nous le reprochent amèrement depuis, et on voit que Atatürk a été expansionniste autant qu'il pouvait. En 1930, il revendique Alep et Mossoul, qui sont la continuation de cette bande côtière. Paris et Londres, là, disent non. Mais aujourd'hui, les armées turques, menées par Erdogan, sont aux portes d'Alep et de Mossoul, sont en Irak et en Syrie, sont en Libye. Pour la question kurde, en Libye, pour soutenir le fameux gouvernement provisoire, qui est surtout, en fait, je dirais, un organe des frères musulmans, parce que
Erdogan est aussi le patron des frères de l'international des frères musulmans. Il est moins un musulman qu'un frère musulman. Et là, il contredit le soutien que la France et la Russie, par exemple, apportent au maréchal Haftar. Bon, il est enneigé, il a semé un désordre phénoménal cet été. La France a dépêché des bateaux de guerre, des navires de guerre pour soutenir la Grèce, parce qu'il veut, comme Atatürk, rompre ce rideau rideau d'île grecque que le traité de Lausanne a posé en face de la côte égéenne de la Turquie. Les généraux en 1974, Atatürk en avait rêvé, mais il savait qu'il ne pouvait pas le faire, ont pris une partie de Chypre. Et voilà qu'il est dans le Caucase, et le Caucase c'est un territoire éternellement disputé au cours de leur histoire entre l'Empire russe et l'Empire ottoman. Le Caucase, c'est la manière d'arriver aux républiques d'Asie centrale, qui, comme l'Azerbaïdjan, sont turcophones, et par-delà ces républiques, les Ouïghours de Chine, qui sont persécutés, mais qui sont aussi turcophones et musulmans. Tout azimut. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Eh bien, là-bas, il impose en quelque sorte sa logique de brutalité et de violence, qui est de dire « saurez-vous m'arrêter ?» quoi. Mais justement, là, ce qui s'est passé récemment avec cette guerre, en fait, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, est-ce que vous considérez que Erdogan est volontaire dans ou est-ce que c'est un hasard un peu du calendrier qui fait qu'on s'est retrouvé, que Erdogan a profité de la situation pour, bon, d'une part, dépêcher des armes, peut-être même des soldats, et donc justement mettre en avant cette nature un peu expansionniste qu'il habite? Alors la nature expansionniste, c'est pour rompre cette idée qui est initiale. En un siècle d'existence, la Turquie n'en est pas sortie, que la Turquie serait encerclée, qu'elle serait minée de l'intérieur par des ennemis qui sont les minorités. Or, certaines de ces minorités qui étaient très présentes dans l'Empire ottoman ont aujourd'hui quasiment disparu. Ce sont les Juifs, les Arméniens, les Grecs. Restent les Kurdes. Mais les Kurdes ne correspondent pas au modèle turco-sunnite de la fabrique identitaire turque, parce qu'ils ne sont pas ethniquement turcs. Et puis il y a les Alévis, qui sont très très nombreux aussi. C'est membres d'un islam assez libéral, et plutôt libéral dans l'ordre politique, ça c'est sûr, qui eux ne correspondent pas à l'islam sunnite. Donc ça, c'est les ennemis. Et puis les ennemis extérieurs, ils sont partout. Alors on dit néo-ottoman, c'est une bêtise à mon sens un tout petit peu, ou une facilité, parce que quel empire ottoman? Parce que l'Empire ottoman, c'est un accordéon à travers son histoire. L'Empire ottoman, à son apogée, il va d'Alger à Sarajevo. Il est sur 3 continents, l'Europe, l'Afrique, l'Asie à travers l'Orient, et puis sur 4 mers, hein, la Méditerranée, la mer Rouge, la mer Caspienne et la mer Noire. Donc, est-ce que c'est ça qu'il veut faire? Non. Il est aussi bien pan-turc. Vous voyez, toutes les idéologies de la fin de l'Empire. Il est aussi bien pan-islamiste. Le pan-islamisme apparaît avec le sultan Abdul Hamid, le Rouge, le grand seigneur, celui qui provoque en 1895 les premiers massacres arméniens avant le génocide. Donc il utilise un peu tout ce qui lui tombe sous la main. Ses généraux lui ont confectionné une théorie de la mer Bleue. La Turquie serait, comme l'a été l'Empire ottoman, une puissance maritime qui irait sur toutes les mers. Et on chercherait à empêcher la Russie. Toujours pareil, survivalisme. Une espèce de survivalisme, mais qui est pour grande partie imaginaire. Alors, en Azerbaïdjan, il y a 2 choses qu'il fait. D'abord, il marque le retour des Turcs, des Ottomans, si l'on veut, dans le Caucase. Ils y ont été présents. D'ailleurs, le Caucase s'est islamisé avec l'arrivée des Ottomans. Il faut le savoir tardivement, au XIVe, XVe siècle. Deuxièmement, il détourne tous nos pronostics, parce que c'est vrai qu'il est aussi un frère musulman, donc un sunnite. Mais là, il s'allie avec des chiites. C'est ça, oui. Les Azéris sont des chiites. Tout à fait. Et puis ensuite, il vient bousculer Poutine dans son précaré, et il fait du Poutine avec Poutine. Simplement, à la fin, il a gagné sa route qui relie Ankara à Bakou, qui casse l'Arménie en 2 et qui est pile face à la frontière de l'Iran. L'Empire perse étant aussi un ennemi ancestral. Mais le vrai vainqueur, c'est quand même Poutine. Parce que depuis 1990, c'est la première fois qu'il y a des troupes russes qui sont de plein pied, comme une force de paix. Cette fois-ci, on n'est pas en Ukraine, là, hein, on n'est pas en Biélorussie, ou etc., ou en Tchétchénie, comme une force de paix, en plein milieu d'une république qui a déclaré son indépendance il y a 20 ans. Les Azéris ne sont pas très contents.
Et ils ont parfaitement raison. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1915 avec le génocide des Arméniens? Les Arméniens gênent le panturquisme des jeunes Turcs. Ces jacobins, positivistes, assez racialistes, qui se veulent totalement occidentalisés. Ils les gênent parce que les Arméniens sont entre eux, à ce moment-là c'est en Turquie, hein, et ces républiques turcophones, ou ces territoires turcophones d'Asie. Et donc c'est le génocide, parce qu'il faut les éliminer pour recomposer le territoire. Mais aujourd'hui, on a des discours relents génocidaires, parce que les Arméniens du Karabakh, ils étaient sur la même route, le même empêchement. Vous allez dans le même sens un peu que Michel Onfray, qui effectivement voit dans cette guerre aussi la continuation de cette idée de génocide. Alors, moi je dirais que, je ne sais pas exactement ce qu'a dit Michel Onfray là-dessus, je sais qu'il s'est rendu là-bas, et je sais qu'il a eu des paroles courageuses d'engagement. La République moderne de Turquie n'est pas responsable du génocide. Le génocide, c'est un acte de l'Empire ottoman qui est accompli par les jeunes Turcs. Atatürk se cache derrière ça, d'ailleurs. Mustafa Kemal n'est pas associé au génocide, c'est un héros de guerre à ce moment-là, aux Dardanelles. Mais la Turquie va nier le génocide. Ce trou noir qui précède son apparition, et d'ailleurs, ce dont la Turquie moderne, elle, va être responsable, parce que c'est Kemal qui le demande, après sa victoire, c'est l'échange des populations d'Asie mineure, au moment où on échange les Turcs de Grèce contre les Grecs de Turquie, mais c'est la fin de la présence grecque, qui avait 25 siècles d'âge, n'est-ce pas, en Méditerranée orientale et en Asie du Sud-Est. En Asie mineure, pardon. Donc, un génocide, premier génocide de l'histoire contemporaine, première purification ethnique bénie par la Société des Nations. Voilà, c'est ça le problème de cet État turc, qui n'est pas le problème de tous les Turcs. Il faut saluer les Turcs très courageux qui acceptent de voir leur histoire pour ce qu'elle est. Le problème, c'est qu'ils sont soit aujourd'hui en prison, soit en exil. C'est bon. Puisqu'il y a une loi qui punit la reconnaissance du génocide. C'est d'ailleurs une loi qui s'apparente complètement aux dispositions anciennes sur le blasphème. Parce que reconnaître le génocide, c'est blasphémer la République turque. C'est reconnaître que la République turque est née, au fond, d'un crime. Enfin, en tout cas, qu'un crime l'a précédée, parce qu'elle n'est pas vraiment née de ça non plus. C'est reconnaître aussi que la puissance turque s'est édifiée sur la spoliation des biens arméniens. Et c'est finalement, ça serait s'engager dans un processus de réparation. Or, la Turquie elle-même se veut une réparation. Elle se veut une réparation de l'humiliation de la fin de l'Empire ottoman. Elle se veut une réparation des fautes de l'Empire qui n'a pas su se constituer en nation. Elle se veut une réparation de la perte de la puissance, d'où cette multiplication d'Erdogan sur tous les fronts. Et donc, oui, dans ce sens-là, en tout cas, la détestation des Arméniens est très forte. Vous vous souvenez bien sûr de la formule du président Aliyev, le président à Bakou de l'Azerbaïdjan, le fils de son père, n'est-ce pas? Il faut les chasser comme des chiens. Alors l'animalisation, vous savez, de l'adversaire, c'est toujours le début, en fait, du totalitarisme. Il y a eu tout ça, et il est évident que Erdogan lui-même, c'était le sens de sa visite à Bakou, de sa célébration de la parade militaire avec Aliyev, a dit qu'Erevan n'avait qu'à bien se tenir. Alors, bon, l'affaire devient plus compliquée pour lui, parce que là, il y a un vrai traité qui lie la République d'Arménie. Ce n'était pas le cas au Karabakh avec Moscou. Mais bien entendu, cette affaire pèse. Cette affaire, c'est l'impossible reconnaissance d'un acte d'état civil qui explique cette course à l'abîme, en quelque sorte, avec toujours cette angoisse, parce que c'est la leçon de l'Empire ottoman, grandir ou rétrécir, s'affirmer ou disparaître, faire subir ou subir. Alors grandir ou disparaître, grandir ou rétrécir, il y a une problématique, il me semble, qui est intéressante, qui n'est pas forcément d'ailleurs traitée là dans votre ouvrage, mais qui pose question, je pense, c'est le rapport, bien sûr, au sunnisme. C'est-à-dire la Turquie, qu'elle soit donc du temps d'Atatürk ou aujourd'hui sous Erdogan, le sunnisme est un socle au moins aussi important, sinon aussi important que la laïcité à la turque. Néanmoins, dans son
dans son désir de néo-ottomanisme, Erdogan se retrouve face à une situation particulière, notamment par rapport à l'Arabie saoudite. Comment aujourd'hui peut-on se positionner comme étant la personne qui représente les sunnites dans une volonté de devenir un nouveau sultan, quand en face de soi il y a un nouveau, effectivement, il y a cette dimension étatique saoudienne, gardienne des lieux sacrés de l'islam, et qui elle aussi, d'une certaine manière, aimerait bien continuer à garder ce leadership vis-à-vis des sunnites. Quelles sont les relations aujourd'hui d'ailleurs entre Erdogan, entre la Turquie d'Erdogan et Ben Salman? Alors, les rapports sont plus que tendus, bien sûr, et Erdogan n'a pas manqué de s'illustrer comme un homme de la liberté d'expression, de la vérité et des révélations sur les affaires secrètes lors de l'abominable boucherie. L'affaire Khashoggi. Voilà, l'affaire Khashoggi. Bon. Alors là aussi, il faut regarder dans le passé, n'est-ce pas? Les Turcs qui conquièrent Constantinople ont reçu l'islam des Arabes, mais ils ont conquis les Arabes aussi. Et donc, entre les Turcs et les Arabes, il y a un contentieux qui est originel et qui dure depuis. C'est en quelque sorte le serviteur qui est devenu le maître. Quand on parle d'islam sunnite, c'est l'islam sunnite turc qui a tendance, cet islam sunnite turc, à se vouloir très distinct de l'islam sunnite arabe. Donc, il faut regarder dans le passé. La question religieuse, elle devient intense dans l'Empire ottoman lorsque, en fait, en 1744, la Russie impose un traité à l'Empire ottoman parce qu'elle a gagné la guerre, une des nombreuses guerres qui vont se multiplier, des guerres russo-ottomanes, et elle a conquis la Crimée. C'est à ce moment-là que le calife Mahmoud récupère le titre de calife. Il n'y avait plus de calife. Le califat, c'était fini. Le dernier calife arabe avait dû finir dans un cachot tenu par les Turcs, on s'en souvenait plus. Mais comme le titre du califat, c'est l'autorité religieuse et spirituelle sur les musulmans du monde entier, ben quand on perd des territoires, on réaffirme sa suzeraineté via ce moyen spirituel, et c'est là que le titre de calife ressort, n'est-ce pas? Or, à partir de ce moment-là, l'Empire va être pris en étau. Le sultan Mustapha III qui va éliminer les janissaires, le sabre, parce qu'il résiste à la modernisation, il va appeler à son secours les oulémas, l'extermination des janissaires qui en plus participent d'un islam très hétérodoxe, très mystique, très derviche, l'islam Bektashi. En plus, la plupart d'entre eux sont des enfants de l'aristocratie chrétienne qui ont été enlevés. Enfin, c'est un corps prétorien très particulier. Donc, on va les éliminer avec le porte-étendard du prophète, n'est-ce pas, au nom de l'orthodoxie sunnite. Mais au même moment, l'Empire est agressé de tous les côtés. Il a perdu la Crimée. Mais qu'est-ce qui se passe justement autour de la Mecque? Il y a une tribu, celle des Saouds, qui s'est emparée des lieux saints. Il va falloir que l'Empire ottoman, la sublime porte, Istanbul, arrive à reconquérir les lieux saints sur ces Arabes du désert. Vous voyez cette inimitié combien elle est ancienne, n'est-ce pas? Mais on saute le temps. Il y a quelques années de cela, le vrai homme fort du Golfe, qui n'est pas MBS, mais MBZ, à Abu Dhabi, c'est-à-dire aux Émirats Arabes Unis, a provoqué un scandale en expliquant que lors de la guerre de 14-18, le général ottoman turc, qui s'était occupé de Médine, s'en était tellement mal occupé qu'il avait aussi accompli des rapines avant de repartir, qu'il avait volé des objets sacrés, enfin, etc. Ça avait fait un incident diplomatique entre la Turquie et le Golfe qui était très important. Alors évidemment, aujourd'hui, en plus, on a des duplications de cette ligne de front qui est permanente, parce que qui est au fond, je veux dire, voilà, qui est le récipiendaire de l'islam? Est-ce que ce sont les Arabes, puisque le prophète l'était et que c'était sa langue, ou est-ce que c'est cet empire ottoman qui a étendu l'islam autant qu'on pouvait? Et aujourd'hui, justement, Erdogan est dans cette logique un peu. Comment peut-il, lui, devenir
ce porte-étendard d'un islam sunnite il s'en sert. Fort. Je pense que c'est un despote postmoderne qui fait du collage autant qu'il peut. Le problème qu'il a avec l'Arabie Saoudite et les Émirats, c'est que l'Arabie Saoudite et les Émirats, et ça s'est vu par exemple en Égypte, lorsque les frères musulmans ont pris le pouvoir, c'est que Erdogan soutient les frères musulmans et que l'Arabie Saoudite et les Émirats soutiennent les salafistes. Alors, vu de chez nous, on va dire, c'est quoi les frères musulmans Oui, non, il y a une différence essentielle. C'est que les frères musulmans ont un véritable projet d'islam politique qui vient de Hassan el-Banna, le fondateur des frères musulmans, et qui est véritablement le fait de créer des États islamiques. Tandis que le problème des salafistes, ceux qu'on dit être pacifiques par rapport à ceux qui deviennent djihadistes, c'est plutôt de revenir au temps du prophète et d'assurer une pureté de foi en inondant la société, mais c'est pas forcément un projet politique structuré au sens de la politique occidentale des temps modernes. Le Qatar, au milieu, il est avec Erdogan. Le Qatar aussi est un des puissants soutiens des frères musulmans. Résultat, le Qatar est mis en quelque sorte sous séquestre par l'Arabie Saoudite et les Émirats. Vous voyez, et d'ailleurs, l'Arabie Saoudite et les Émirats, ce sont deux pays qui se sont précipités pour soutenir Emmanuel Macron. Les ennemis les amis étant forcément aussi les amis de mes ennemis, le contraire. Enfin. Mais alors, quand vous dites en 2024, vous parlez de 2024, apparemment Erdogan aurait prévu cette date-là pour réannoncer finalement... la réouverture du califat, parce qu'il ne peut pas être calife véritablement, mais pour restaurer peut-être de manière symbolique. Alors évidemment, le monde change, c'est sa capacité d'adaptation qui est forte. Parce que vous voyez, nous parlons aujourd'hui au lendemain du jour précis où il vient de faire un appel de dialogue à l'Europe, soudain, pour essayer de renouer les fils du dialogue. On rêve. Parce que c'est pas nous qui les avons cassés, les fils du dialogue, n'est-ce pas? Donc c'est à lui de les renouer, à personne d'autre. Tout ça parce que l'avant-veille de ce jour, parlons vous et moi, l'Amérique a fait savoir qu'elle suspendait ses livraisons de haute technologie à l'armée turque en raison du fait qu'Erdogan est allé servir, bien que membre de l'OTAN, chez Poutine. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez bien qu'il y a du zigzag dans tout ça. Il y a du fort zigzag. Ce qu'on peut dire, c'est que son côté turco-sunnite est très affirmé. Par exemple, nous, ça nous préoccupe, c'est ça qui devrait nous préoccuper plutôt que l'Arabie Saoudite qui est loin, dans les Balkans, où là aussi il y avait un islam bektashi, un islam alevi, qui était en Albanie, en Macédoine, au Kosovo, des territoires où les gens se sont convertis, vraisemblablement parce qu'ils ne pouvaient pas payer le double impôt auquel était soumis le dhimmi, c'est-à-dire le non-musulman, et des territoires pauvres, où les conversions sont faites lentement dans les campagnes. Bon, les élites, c'est autre chose, c'était des conversions d'opportunité. Mais dès l'année 2002, Erdogan a dépêché des aides financières, économiques, en échange du fait d'obtenir le système des écoles, le système des mosquées, et il a en quelque sorte normalisé cet islam hétérodoxe. Cet islam qui était intéressant parce qu'il était à la confluence de monde, à la confluence d'influences, et que c'était un islam qui était instauré dans l'idée qu'il était au fond minoritaire dans l'Europe et qu'il devait trouver sa place par le dialogue. Pas du tout. Aujourd'hui, vous avez une espèce de... Vous avez avec certitude le fait d'une normalisation, d'une mise, d'une standardisation de cet islam sur le modèle de l'AKP, le parti islamiste d'Erdogan. C'est là où il y a un peu un jeu en miroir avec ce qu'avait fait Atatürk en utilisant la laïcité qui arrase aussi un petit peu l'ensemble des structures sociales. Bien sûr, mais la laïcité chez Atatürk, ça veut dire tout simplement que l'islam n'est même pas une religion d'État, l'islam est un compartiment de l'État. L'islam sunnite. C'est Atatürk qui crée la fameuse Diyanet, c'est-à-dire ce département des affaires religieuses qui administre les trois communautés retenues par Lausanne, juifs, grecs, arméniens, mais enfin les administre pour les faire disparaître, pour les faire taire. C'est ça la vérité des faits. Et ensuite, surtout, administre tout l'islam sunnite. C'est la Diyanet aujourd'hui, c'est 2 milliards à 3 milliards d'euros de budget annuel. C'est 120 000 fonctionnaires, dont 70 000 imams, qui régulent l'islam en Turquie, mais aussi l'islam turc hors des frontières, en France et en Allemagne, par exemple. C'est 3 fois le budget du ministère turc des Affaires étrangères.
c'est 10 fois celui du ministère des Affaires européennes, c'est 6 fois celui de la culture. C'est un État dans l'État, c'est l'État. Donc, la laïcité chez Atatürk, ça veut dire qu'en fait, lorsqu'il n'y aura plus que des Turcs, ethniquement turcs, ou des turquifiés s'étant reconnus dans le modèle turc, et qu'il n'y aura plus que des musulmans qui seront tous sunnites, et qu'il n'y aura plus qu'un seul turc sunnite infiniment cloné, il n'y aura plus de questions religieuses dans ce pays parfaitement homogène. N'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire la séparation de la religion et de l'État, ça veut dire l'absorption de la religion par l'État. Et donc Atatürk nationalise l'islam. D'ailleurs, l'appel du Mouezzin se fait en turc, parmi les nombreuses réformes d'Atatürk. Et Erdogan, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il islamise la nation. C'est pas la Turquie qui a changé, c'est le monde. Mustafa Kemal est le grand contemporain de Lénine et de Mussolini. C'est un démurge ingénieur politique. Il crée un pays nouveau, il crée un homme nouveau. Il fait passer une population orientale comme ça, quasiment sur un coup de baguette magique, de mœurs orientales à des mœurs européennes, change l'alphabet, change le rythme hebdomadaire, change les poids et les mesures. Enfin, le voile pour les femmes. Le voile pour les femmes. Qui va être mis en place par Erdogan au fur et à mesure. Oui, mais parce qu'ils ont tous les deux le même système, en fait, d'exploitation des opportunités politiques aux fins de leur... à la fin de l'instauration de leur despotisme absolu. Alors, je vais prendre 2 exemples, puisque vous venez là-dessus. Bon, le voile, bien sûr, alors on va dire, ils dévoilent les femmes, tant mieux pour les Turcs qui en ont profité. Enfin, porter le voile sous Atatürk, le jour où tombe le décret, le porter 1 minute de plus, c'est en fait commettre un attentat à la sûreté de l'État. C'est puni comme tel. Vous voyez bien la violence, quand même, extrême, là, de la mesure. Mais Atatürk a besoin des femmes, parce que la Turquie, à ce moment-là, vous savez combien c'est? C'est 14 millions d'habitants. Il faut qu'il mette sa révolution dans le foyer, dans l'intime. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, lui qui est le turc père, ce que signifie Atatürk, il va avoir des filles adoptives. Bon, 7 filles adoptives. Ouais. 7 orphelines. Ouais, enfin, oui, bien sûr. Il y en a 2 qui sont particulièrement intéressantes. C'est Sabiha Gökçen, dont un grand aéroport le 2e grand aéroport d'Istanbul porte le nom, l'autre étant Atatürk. Sabiha Gökçen, c'est la première femme pilote de chasse de toute l'histoire de l'aviation. Certes, magnifique. Mais enfin, elle bombarde les Kurdes à Dersim, dans le Dersim, en 1928, 30, 38, et 1928-30, et elle revient, elle est très fière d'elle-même. Elle dit « Je suis allée civiliser des sauvages ». C'est ça la femme, selon Atatürk, c'est une guerrière. Quand c'est pas une guerrière, c'est une idéologue. Sur notre fille, qui a vécu longtemps et qui a été une femme importante, à Fatinan, qu'il envoie étudier dans les milieux eugénistes de Suisse, qui revient, qui passe des années à mesurer des crânes retrouvés en Anatolie pour décréter que le turc, c'est le peuple source de l'humanité auquel l'humanité doit tous ses progrès, et que le turc est la langue soleil, la langue mère de toutes les langues. Ça, Atatürk l'endosse, c'est le tournant racialiste dans le kémalisme, n'est-ce pas? Donc vous voyez bien que ces femmes-là, certes, elles sont assez extraordinaires, mais enfin, elles sont quand même un peu effrayantes de conformité idéologique. Que va faire Erdogan? C'est s'emparer des souffrances identitaires des femmes des couches populaires et paysannes qui ont été en quelque sorte occidentalisées de force pour le retourner contre le régime et en faire un vecteur. Mais vous voyez, la femme de Recep Tayyip Erdogan, c'est intéressant, au départ c'est une militante nationaliste, avant de devenir une militante islamiste. Erdogan réussit le programme d'Atatürk, avec ou sans voile. À chaque fois, encore une fois, la femme, c'est en fait un vecteur idéologique. D'accord. Mais avec ou sans femme, c'est pas la question. La question réelle, c'est que en fait, il y a le sabre, il y a le turban, il y a la force militaire, et puis il y a la force religieuse, et puis il y a le fait de combiner les deux, et finalement, parce que Atatürk est passé par là, mais c'est déjà le programme des jeunes Turcs, parce qu'Atatürk est passé par là,
Erdogan peut encore mieux réaliser ce programme, c'est-à-dire fondre le sabre et le turban dans une seule et même puissance, la puissance vouée au mythe de la régénération. Et donc, là-dessus, l'alliance entre les nationalistes et les islamistes, nationalistes qui ont longuement dérivé, qui étaient laïcistes, et qui sont devenus islamistes au sens où ils ont reconnu que l'islam est indissociable de la nation, eh bien cette alliance-là, c'est celle qui sauve électoralement Erdogan. Donc vous n'êtes plus dans la prétendue islamo-démocratie qu'on nous a vendue de manière insensée en nous disant que Erdogan n'était jamais qu'un émule des démocrates chrétiens italiens des années 1950. Vous êtes dans du national-islamisme. Et justement, là, vous parlez des Italiens, donc les Européens, dans toute cette histoire, quand il y a eu cette volonté d'intégrer la Turquie au sein de l'Union européenne, vous n'êtes pas tendre dans votre ouvrage au sujet un petit peu et de la naïveté ou de la faute même des Européens à cette époque-là. Est-ce que c'était absolument impossible, comme vous le dites, vous dites que c'était de toute façon impossible que la Turquie soit soluble dans l'Union européenne. Est-ce qu'à l'époque, au tout début, avant qu'Erdogan prenne ce pli, parce qu'il n'était pas tout à fait comme ça au moment où il prend le pouvoir, il n'avait pas exactement les mêmes vues, même si elles étaient peut-être en germe, mais en tout cas, elles n'étaient pas forcément encore conscientes. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait moyen de travailler, de pactiser plus intelligemment avec cette Turquie-là? Alors d'abord, je crois qu'il faut être clair, la Turquie méritait et mérite une association tout à fait privilégiée à l'Europe. Elle est cet Orient-Occident, qui est le premier débouché de l'Europe vers l'Asie. Et c'est un grand peuple qui a des vertus, une classe intellectuelle qui est tout à fait remarquable, encore une fois, même si ce peuple a été très réprimé, entre autres par 5 putschs militaires en 50 ans. C'est comme ça aussi la réalité turque. Et ces intellectuels, encore une fois, je veux dire, ils ont fini assassinés, emprisonnés ou exilés. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Tout à fait, c'est le cas aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux. Encore plus peut-être aujourd'hui que jamais. Donc, maintenant, ce pays, évidemment, méritait tout ça. Alors, où a été l'illusion? La première illusion, ça a été, en fait, qu'une fois que Mustafa Kemal, en 1923, nous a mis avec un peu une rossée militaire, parce qu'il a chassé aussi les Français et les Anglais. On a trouvé ça assez admirable. Mais ce qu'on a trouvé encore plus admirable, c'est que la Turquie soit un pays qui, à travers son fondateur, à travers son héros, que ce soit un pays qui veuille d'un coup être européen sans qu'on ait eu besoin de le coloniser ou de l'y obliger. Cette démarche volontaire d'européanisation. La Turquie peut se flatter, effectivement, d'avoir, et c'est comme ça que nous l'avons compris, peut-être un peu à tort, je vais vous dire pourquoi, d'être ce pays qui voulait être volontairement européen sans que les Européens ne l'aient jamais occupé réellement. Une aspiration à l'Europe qui nous libérait en quelque sorte, surtout à la sortie de la guerre de 1914-1918, de Verdun, de nos grands doutes sur le fait qu'on a incarné quand même la civilisation avec un grand C après 4 ans de barbarie abominable. D'un coup, ce désir d'Europe était quand même très rassurant à la sortie de la Première Guerre mondiale. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que l'Europe d'Atatürk, ce n'était pas l'Europe que nous comprenions, nous, pour être ce qu'elle est, mais c'était plutôt l'Europe de la puissance. C'était l'Europe du feu prométhéen. C'était l'Europe qui avait fasciné les jeunes Turcs dans les casernes. C'est-à-dire l'Europe de la poudre à canon, comme aujourd'hui, l'Europe d'Erdogan, c'est celle du logiciel du drone. N'est-ce pas? C'est cette idée de la puissance. Alors, à partir de là, effectivement, il y a eu beaucoup de malentendus. Le principal malentendu, c'est que l'Europe... Qu'est-ce qu'elle avait à faire avec la Turquie à partir du moment où la définition géographique de l'Europe n'inclut que la toute partie occidentale de la Turquie, Istanbul. Tout le reste est en Asie. C'est là où commence l'Asie mineure. Enfin, je veux dire, à moins d'être tombé sur la tête, à moins de raconter n'importe quoi, c'est comme ça que la géographie, voilà, l'Europe s'arrête au Bosphore. Deuxième point, c'est que la conscience européenne, la conscience de former un club européen, oui, ça existe, tu vois, ça s'appelle l'histoire. Enfin, c'est bien, c'est mal, c'est autre chose. Elle s'est dessinée par le fait de stopper l'avancée des Ottomans. Défaite maritime des Ottomans à Lépante, au XVIe siècle, à Vienne, au XVIIe siècle, avec le croissant et les viennoiseries, du coup. C'est là que ça vient. Le croissant et les viennoiseries, c'est là que ça vient. Et donc, on peut dire que
dire non au fait d'être avalé par l'Empire ottoman, ça a défini l'Europe. Ensuite, il y a un troisième problème, c'est que, évidemment, et c'est pas tellement l'islam, c'est que si on intégrait la Turquie actuelle dans l'Europe, ce serait le pays le plus peuplé d'Europe, qui disposerait le plus de députés. Or, on sait que cet hypernationalisme est tellement partagé par les politiciens turcs qu'ils ne voteraient pas selon leur groupe, mais ils voteraient pour les intérêts turcs. Ça dérangerait, bon, moi ça ne me ferait pas beaucoup de peine, mais ça dérangerait le processus européen dans ce qu'ils pensent avoir de régulateur, de transfrontalier en quelque sorte. Et puis, surtout, et enfin, l'Europe actuelle, qui est fondée sur la promesse de la paix, plus jamais ça, plus jamais la guerre, etc., qui est une Europe qui veut un peu s'absenter de l'histoire aussi, parce que après Verdun, Auschwitz, le Goulag, peut-être que les Européens se disent il est temps qu'on arrête de tester l'histoire. Mais cette Europe-là, elle se retrouverait sur des zones de guerre, immédiatement, dont l'Irak, la Syrie, le Caucase. Est-ce qu'elle est capable de faire la guerre? Alors, cette Europe-là, elle se retrouverait en plus sur des zones de guerre en ayant comme plus grande armée déployable, en termes d'infanterie, parce que la France, certes, reste une puissance nucléaire, mais l'armée turque. Donc, il n'y a pas d'armée... L'armée turque est bien au sein de l'OTAN, ça ne pose pas de problème. Ou ça ne pose pas de problème, enfin, ça n'a pas apparemment, ça n'a pas posé de problème de l'avoir au sein de cette alliance atlantique. Alors, ça n'a pas posé de problème parce que l'Amérique l'a voulu ainsi. Parce que l'Amérique n'avait pas d'alliés en Proche-Orient, a perdu rapidement tous les pays arabes qui sont tombés dans les camps communistes, et parce que la Turquie, c'était des milliers de kilomètres de frontières avec l'URSS, l'ennemi. Et donc, l'Amérique n'a pas simplement imposé l'OTAN, la Turquie dans l'OTAN, elle a imposé l'entrée de la Turquie dans l'Europe à l'Europe, avec cette idée forte, c'est qu'il fallait à tout prix arrimer cet allié indispensable en raison de sa position géostratégique. Aujourd'hui encore, les missiles américains sont en Turquie. C'est la plus grande base de missiles nucléaires américains hors des États-Unis. Parce que là, on vise Moscou, on vise Téhéran, on vise Pékin. C'est encore une fois un emplacement idéal. Et donc l'Amérique pensait aussi que c'était bien d'affaiblir l'Europe. Parce que ce que veut pas l'Amérique, c'est de voir sortir une Europe puissance. Ça, c'est la faute de l'Amérique et on a obéi. Et puis, de l'autre côté, il y a eu la faute de l'Europe elle-même, enfin une faute, pas exactement une faute, c'est qu'évidemment, les coups d'État militaires n'arrêtaient de se reproduire en Turquie. Et chaque fois, l'Europe disait plutôt, oui, bon, on va pas trop critiquer parce que on est assuré que comme ça, le kémalisme va continuer, c'est-à-dire le pays va rester debout, encadré par l'armée, qui est l'armée de l'héritière de la Révolution nationale, la colonne vertébrale du régime. Et puis, bon, elle garantit aussi la sécularisation. Pas tellement la laïcité, la sécularisation. Mais bon, après le troisième coup d'État militaire, on a trouvé ça un peu fatigant. Alors, il y a eu là, à ce moment-là, concomitance de deux changements. Le premier changement, c'est le changement de Washington, c'est le fait d'adopter la ligne vers islam. C'est l'effet de l'Afghanistan. L'islam est un réservoir de mobilisation contre le communisme. Et l'islam tient mieux contre le communisme que les régimes paradémocratiques. Et donc, Washington a dit où sont les islamistes modérés que nous allons aider à prendre le pouvoir. Et Erdogan s'est présenté. Au même moment, l'Europe, gagnée par ses propres interrogations, non sans raison d'ailleurs, a dit tout de même, bon, ça fait maintenant beaucoup de putsch militaires, il est temps que les militaires rentrent dans leurs casernes en Turquie, parce qu'ils commettent de fortes atteintes aux droits de l'homme, ce qui est vrai. Et du coup, les généraux ne se sont plus du tout sentis européistes, ils se sont sentis toujours occidentalistes, otaniens, mais plus du tout pour cette Europe qui venait leur demander des comptes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont décroché l'idée européenne. L'idée européenne, elle était à la ramasse, avec des Turcs qui y aspiraient. Et c'est Erdogan qui l'a ramassée. Il s'est présenté au guichet américain de l'islamo-démocratie et il s'est présenté au guichet européen de l'intégration dans l'Union. Et c'est comme ça qu'il a élargi sa base et qu'il a gagné en 2002. C'est parce qu'il a rassemblé autour de lui non pas les déçus du kébalisme, mais il a tous les segments de ceux des Turcs qui, sans être islamistes, voulaient entrer dans l'Europe, étaient prêts
a voté pour un islamiste qui en plus était confirmé comme démocrate par Bruxelles, et qui pensait que le fait qu'il veuille s'engager en Europe était une promesse sur le fait qu'il ne déborderait pas ses pleins pouvoirs. 18 ans plus tard, il les a largement débordés. Et puis les casernes sont toujours... enfin maintenant, les soldats ressortent des casernes. Et je pense à la fin de votre ouvrage où vous êtes un peu plus optimiste que ce qui a été dit jusqu'à présent. Parce que c'est vrai que c'est une image assez violente, ça représente une force comme ça qui paraît inarrêtable, cette Turquie moderne finalement qui part de Kemal jusqu'à Erdogan. Néanmoins, il y a quelques trous, quelques enfoncements dans la cuirasse du pouvoir aujourd'hui. On voit bien qu'il y a des problèmes économiques qui sont assez importants. On voit qu'il y a des manifestations de colère qui recommencent à se montrer aujourd'hui en Turquie. Il y a aussi tout un tas de personnes qui pensent que Erdogan n'est pas forcément aujourd'hui l'avenir de ce pays. Comment vous imaginez la suite pour, on voit bien Imamoglu qui a été le maire d'Istanbul qui a été élu. Voilà. Alors après, Marianne a parlé avec beaucoup de justesse. On a eu de la chance de l'avoir effectivement en exclusivité. Mais justement, par contre, derrière tout ça, alors c'est peut-être pas le bon... Comment dire, Erdogan n'a peut-être pas l'avenir il a peut-être moins d'années devant lui qu'il n'a eu. Néanmoins, quand on voit Imamoglu gagner, c'est quand même le CHP qui gagne. Et au fond, on se pose la question, mais cette Turquie, que vous avez décrite comme une pièce de monnaie à deux faces, Kemal d'un côté, Erdogan de l'autre, on dirait qu'elle est vouée à être bloquée, soit par effectivement des forces islamistes nouvelles qui sont nées il y a une vingtaine d'années, soit par ce vieux parti kémaliste qui de toute façon ne va pas changer grand-chose si jamais il arrivait au pouvoir, notamment par rapport aux relations avec les minorités dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors c'est quoi l'avenir pour ce pays-là? Et même pour l'Europe? Erdogan, pour les Turcs, c'est pas le père de l'islamisme, c'est pas le père de la reconquête, c'est le père de la prospérité. C'est un refondateur. Oui, mais c'est quand même le père de la prospérité. Il a su accompagner une prodigieuse croissance économique, ce qu'on appelait à l'époque le tigre anatolien. Et donc, sa première décennie de mandat, de pouvoir, a véritablement été marquée par un enrichissement qui aujourd'hui non seulement est tari, mais qui est en pleine décroissance, voire en déconfiture. La livre turque décroche, les industries décrochent, il y a une nouvelle pauvreté, le chômage est inflationniste. C'est là où il est faible, c'est là où est son talon d'Achille. Et il est évident qu'une politique sévère de sanctions permettrait aux Turcs enfin de savoir ce qu'ils veulent. Puisqu'il ne s'agit pas de le vouloir à leur place et pour eux, bien sûr. Mais cette politique de sanctions, vous voyez bien qu'elle est bloquée en Europe. C'est la France qui la réclame et c'est l'Allemagne qui dit non. L'Allemagne qui a une longue histoire avec la Turquie. Puisque ce sont des soldats, enfin ce sont des militaires allemands qui ont fourni la logistique du génocide de 1915. C'est l'Allemagne nazie qui a rendu la dépouille de Talat Pacha le cerveau du génocide, l'homme fort des jeunes Turcs, dont la mémoire est glorifiée depuis. C'est aussi l'Allemagne qui, en fait, qui a décidé pour nous de ce rapport de chantage dans lequel nous sommes au sujet des migrants, et où d'ailleurs l'Europe se déshonore de manière tout à fait, moralement, de manière tout à fait abyssale, puisqu'on a donné 2 fois 3 milliards d'euros à M. Erdogan pour s'assurer qu'il va vraiment installer un camp de rétention des migrants dans le sud-est de son pays. Vous ne pouvez pas empêcher ça du tout, ce rôle fort de l'Allemagne qui, en fait, empêche la France d'avoir sa propre politique. Maintenant, on va voir ce que les élections américaines ont changé, non pas parce que Joe Biden serait infiniment meilleur que Donald Trump, mais parce que les néoconservateurs qui veulent que l'Amérique exerce une action dans le monde ont désormais basculé dans le camp démocrate, puisqu'au fond, ils sont plutôt nomades d'un point de vue idéologique par rapport à leur propre construction idéologique. Alors, par rapport à ça, pour moi, le principal problème de la Turquie, c'est l'amnésie. C'est la négation.
c'est le fait que quand vous êtes en Turquie, qui est un pays magnifique, vous pouvez visiter Sainte-Sophie, vous pouvez visiter Éphèse, le temple d'Éphèse, vous pouvez visiter l'église d'Akhtamar sur le lac de Van, qui est une église arménienne, et on vous explique que tout ça, ce sont des vestiges de la grande civilisation anatolienne, quand on ne vous dit pas que c'est de la civilisation hittite. L'histoire est totalement réécrite. Elle est réécrite parce que les Turcs, qui proviennent de tant de minorités, certains d'entre eux l'ont oublié, certains d'entre eux ne l'ont pas oublié. C'est la grande affaire des grands-mères arméniennes. Vous savez, quand on leur fait leurs 90 ans et qu'ils disent d'un coup, écoutez les enfants, moi j'ai jamais été turc, je suis une rescapée du génocide, je suis arménienne. C'est un grand mouvement qui a eu lieu dans les années 90. De la même manière que les êtres humains, les pierres, nous racontent que ce pays est en fait une confluence. Ce pays est un héritage de brassage, pour le coup réel, c'est pas pour faire l'apologie du métissage, du brassage. Lui, ce pays-là, il n'existe pas en dehors d'être cet Orient-Occident qui a été porté par des communautés tellement diverses, les synagogues d'Istanbul, tout le reste. Pays d'ailleurs, enfin, l'Empire qui avait su en 1492 accueillir les Juifs d'Espagne et du Portugal au moment même où l'Europe les chassait. C'est l'Europe qui se fermait, c'est l'Empire, c'est l'autre côté de la Méditerranée qui était ouvert à ce moment-là. Tout ça a été en quelque sorte carchérisé, aseptisé. La réouverture des mémoires. Voilà, il faut qu'en fait la Turquie réapprenne à respirer pour nous laisser respirer. Il faut qu'elle apprenne à respirer les bonnes odeurs de son magnifique passé et il faut qu'elle cesse de réécrire ce passé sur un mode hyper nationaliste, que ce nationalisme se déclare laïciste ou islamiste, c'est toujours le même, et parce que c'est un artifice, une construction artificielle. Et aucun peuple ne peut vivre, en quelque sorte, sous l'assistance respiratoire d'une machine artificielle. Jean-François Colossimo, merci beaucoup. Je rappelle donc votre livre, Le sabre et le turban, qui est sorti il y a peu aux éditions du Cerf. Et puis pour ceux qui ont l'occasion d'aller encore sur Arte, en replay, il y a possibilité de voir votre film Turquie, enfin votre film dont vous êtes l'auteur. Et le réalisateur Nicolas Glimois. Voilà. Il faut le saluer, parce qu'il a fait un travail formidable. Un film absolument vraiment très très bon, et donc qui est encore sur Arte en replay. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie, qui remercie Marianne de m'accueillir. Bonne fin de journée, merci.